Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Si on vous dit qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut sortir parmi vous et aller à Etoudi, je vous jure, on vous ment. Ce n'est pas votre temps, ça va venir et je ne serai plus là. Mais vous allez voir, un jour vous allez entrer. C'est Aïdjo qui nous avait dit ça. Allez doucement. Fin de citation. Fotso Victor, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et maire de Pété Bandjoun, département du Konki, région de l'Ouest. Membre titulaire du comité central du RDPC depuis 1990. Le chef de la délégation départementale du comité central du RDPC pour le département du Konki, lors d'une rencontre organisé samedi dernier à Bayangam, a invité l'élite politique de l'Ouest à attendre son tour. Après Maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC, passé ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, il y a quelques semaines, c'est au tour du patriarche Fotso Victor de réactiver la controverse sur une prétendue idée de rotation des ethnies ou groupes ethniques au pouvoir au Cameroun. Alternance politique, l'autre polémique, Fotso Victor, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Alternance politique, l'autre polémique, Fotso Victor, pour en parler ce soir, madame, monsieur, je suis en plateau avec Alphonse Ngale, bonsoir. Bonsoir, Serge Autour. Voilà, vous êtes commerçant, oui, mais aussi militant du RDPC. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans? Tout à fait. Seulement? Tout à fait. Ok, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà, en face de vous, Marcus Mandeki. Marcus, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autour, bonsoir aux autres panélistes, bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices de plus en plus nombreux. C'est un plaisir pour l'AFP que je représente ici ce soir, oui, de pouvoir apporter notre contribution sur l'actualité nationale et internationale. J'espère que nous aurons assez d'éléments pour pouvoir argumenter sur les thématiques qui vont être développées ce soir. Merci, bonsoir. Quelques secondes sur votre tenue d'apparat. Pourquoi cette tenue? Bon, ceux qui me suivent généralement sur Facebook savent que j'aime bien dire que je suis camerounais. Oui. Je fais beaucoup de la promotion de l'art culinaire camerounais ainsi que de l'art vestimentaire camerounais. Oui. Parce qu'on a tendance un peu depuis quelque temps à faire dans le repli identitaire. Ouais. Chez nous, à l'AFP, nous disons le peuple d'abord et nous mettons l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Et nous pensons également que les intérêts du Cameroun sont au-dessus de nos petits intérêts égoïstes. Donc, de temps en temps, il faudrait bien que nous rappelions à ceux qui sont face à nous que le Cameroun est très cher. Le Cameroun regorge d'énormes potentialités que nous devons de plus en plus explorer. Donc, aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans une tenue qui appartient à une région précise. Oui. C'est une tenue nationale camerounaise et je crois même qui est adoptée déjà par un certain nombre de pays. On a eu un peu de chance d'aller du côté de l'Afrique australe. Vous verrez notamment là-bas en Zambie, en Namibie, que des pays, des populations là-bas ont adopté un style de mode vestimentaire qui est proche de celui du Cameroun. Du Cameroun. Juste à côté de vous, Roger Oyono, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes occidentalisé, hein? Oh, pas occidentalisé, disons que c'est un vêtement de travail, Serge Oui. Alain. Vous allez permettre que je dise bonsoir à monsieur le recteur de l'université de Douala. Pourquoi précisément? Parce que je reviens de l'université de Douala où on distribue la prime d'excellence académique. Il a fallu d'abord qu'il y ait le mouvement d'hier, là? Non, pas véritablement. Les mouvements d'hier, il y a eu les mouvements d'hier, mais c'est depuis vendredi de la semaine dernière que les listes
sont affichés. Autrement dit, le mouvement d'hier faisait partie des mouvements sociaux, comme le mouvement de la prime. Peut-être le mouvement d'hier, c'était également pour dire que pensez à nous autres. Mais c'est pas là-bas le débat. Je me suis rassuré, étant là-bas, que la prime se faisait distribuer avec efficacité et avec une certaine dextérité. Donc bravo, monsieur le recteur. Lorsque c'est bien également au Cameroun, il faut savoir dire que c'est bien. On applaudit parce que nous n'applaudissons pas parce qu'il faut distribuer la prime. Vous dites bravo. Serge Alain, vous savez, c'est pas pour avoir été étudiant dans cette université, c'est pas facile lorsqu'il s'agit de distribuer la prime. Parfois, on peut vous dire que la prime est là dans les décennies, dans les années passées, les années antérieures, autant pour moi. Parfois, on vous dit la prime est là et peut-être l'argent, on vous dit l'argent, il n'y a plus d'argent à l'agence comptable, etc. Mais cette année, ça semble très bien se passer. Donc, bravo au recteur. Ok. Voilà, en face de vous, Casimir Désiré Tagné, lui aussi en tenue traditionnelle d'Apara. Oui, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir Serge Alain, oui. Bonsoir aux panélistes. Et je crois que je ne vous surprends pas avec ma tenue traditionnelle. Vous êtes notable. Je suis notable à la cour royale Banjul, je porte le titre de Fomuku. Vous êtes parmi les 9 notables? Non, les 9 notables, c'est autre chose. La société. C'est une autre dimension. La société secrète. Il y a combien de notables en tout alors? Il y a 9 notables, il y a un millier de notables, mais la notabilité, c'est de classe en classe, oui. C'est de société secrète en société secrète. C'est exactement comme dans l'armée où vous avez des généraux, des colonels, des capitaines, et ainsi de suite. Mais tous sont militaires. Des soldats. Mais à l'intérieur, chacun connaît à peu près quel est son rang. Oui. Et on connaît le degré hiérarchique de tout un chacun et chacun se respecte en tant que tel. Ok. Casimir Désiré Tagné, vous êtes journaliste d'investigation. Tout à fait. Directeur de publication du Jeune Enquêteur. Pourquoi, selon vous, cette sortie de Yves Michel Fosso n'a pas, de Victor Fosso, n'a pas le même retentissement que les sorties des gens de Dieu Momo? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Parce que j'ai mis tarif. Moi, je ne crois pas que ce soit 2 poids 2 mesures. Je crois que la sortie du patriarche Fosso Victor est diversement interprétée au même degré que la sortie il y a quelque temps. Vous pensez que c'est la même chose? Ça peut ne pas être la même chose, mais oui, c'est des je veux en savoir pourquoi. Diverses. Pourquoi il y a eu tant de flèches pour Jean de Dieu Momo? Jean de Dieu Momo était membre du gouvernement et à ce titre, beaucoup de gens voyaient à travers ses déclarations le gouvernement qu'il incarnait. Oui. Fosso Victor, le patriarche, c'est vrai, c'est un patriarche, c'est un maire, c'est le maire de Banjul, c'est un membre du comité central, mais on ne peut pas assimiler ses propos aux propos de Jean de Dieu Momo. Et dans l'ensemble, pour que chacun comprenne exactement la teneur des propos du patriarche Fosso, je voudrais vous donner 4 préalables. Oui. Et tant que vous n'aurez pas retenu les 4 préalables, ce sera difficile de comprendre le patriarche. D'abord, Fosso Victor, c'est un patriarche, oui. C'est un père, et à ce titre, on dit lorsqu'il meurt, que lorsque un patriarche meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Deuxième chose, en tant que patriarche, il est un notable émérite. Et vous savez que les notables ne parlent pas très souvent directement. C'est pour ça qu'ils peuvent vous montrer la lune. Et pendant que vous regardez le doigt, il est en train de vous montrer la lune. Troisième chose, il est issu du RDPC. Je ne crois pas que quelqu'un qui est issu du RDPC peut faire un langage autre que le système du RDPC. Et enfin, il n'a jamais fait de déclaration depuis que son fils, Yves Michel Fosso, est en tôle, depuis pratiquement 2010. Tous ces préalables réunis, ça permet de comprendre pourquoi se lever de bouclier dès qu'il a fait une sortie. Lorsque vous aurez balayé ces 4 préalables, on peut maintenant entrer dans le décryptage de ses propos et vous allez comprendre que ces propos étaient tellement pertinents, même si les gens n'arrivent pas à bien interpréter. Ok. Et Roger Murnau, pour vous, cette sortie de Victor Fosso, comment vous la comprenez au niveau de la science politique? Au niveau de la science politique... on l'a dit, hein, c'est un membre du RDPC. Disons que le rôle d'un patriarche, en réalité, c'est d'éclairer les jeunes. L'adage populaire dit souvent si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Autrement dit, le patriarche, malgré sa maladie, il est au courant de l'actualité politique nationale et il illustre cette actualité au goût du jour.
Et je pense que pendant longtemps, il a su garder le calme du patriarche et le moment opportun, il fallait donc faire cette sortie qui, ma foi, me semble légitime. Peut-être il vient balayer d'un revers de la main l'adage qui me semble non fondé, non scientifique, qui voudrait que généralement ce que j'appelle les illettrés disent qu'un gars de l'Ouest ne peut jamais être président de la République. Le patriarche Fosso Victor vient dire à ses frères, écoutez, ce n'est pas le moment maintenant. Peut-être le moment est mal choisi. Pourquoi le moment est mal choisi? Mais là, il faut regarder l'enjeu. L'enjeu, là, c'est le militant du RDP qui dit que le moment est mal choisi. Pourquoi? Parce que son champion reste encore et demeure. Et pour le moment, peut-être pour les intérêts de l'Ouest Cameroun, il faut également voir que le pouvoir, c'est beaucoup d'enjeux économiques. Et Fosso Victor est un opérateur économique. Autrement dit, qui dit opérateur économique, dit membre du comité central du RDPC et dit également enjeux et intérêts. Autrement dit, encore assez d'intérêt à être dans le bateau RDPC. Pourquoi? Parce que le bateau RDPC protège encore nos intérêts. Raison pour laquelle, comme nous, patriarches, nous sommes encore dans ce bateau. Vous jeunes, même si vous faites quoi pour le moment, vous ne pouvez pas encore vous en sortir parce que vous n'avez pas l'onction patriarcale. On peut comprendre, par exemple, le chef Baham et son fils où il y a eu des discordes entre le chef Baham et son fils du MRC. Donc, en réalité, je pense que c'était une clarification et il fallait effectivement que le patriarche Fosso Victor se prononce sur cette affaire. Autrement dit, sur la rotation du pouvoir, en garantissant à ses enfants qu'écoutez, vous aurez le pouvoir un jour, mais pas pour le moment, parce que pour le moment, vous n'avez pas encore l'onction de tous les patriarches. À mon sens, je pense que c'est ce que le patriarche Victor Fosso a voulu dire. Alphonse Sengalé, pour vous, Fosso Victor, il est pragmatique, c'est pas pour le moment le pouvoir pour quelqu'un de l'Ouest, mais ça va venir un jour. C'est ce qu'il dit, Fosso Victor. Le mot patriarche englobe tout. Oui. Généralise tout. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan démocratique. Le patriarche Fosso Victor, c'est un papa hors pair dans toutes les données, dans toutes les réalités. Il faut voir son vécu social. C'est pas donné. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ce pays. Et le patriarche ne fait pas des sorties inutiles et disent des réalités. D'autant plus que dans la vie, quand on patiente d'une pièce, ça fait un siècle de vie. Ces gens qui ont vécu, ces gens qui ont encore à dire pour encadrer, pour initier, pour former, pour cultiver les jeunes, de pouvoir, chacun d'entre nous, faire sa personne un être intègre dans la société camerounaise. Donc Fosso Victor, c'est tout un géant, un baobab. Il mérite des appréciations. Donc le militant a parlé et c'est... En tant que militant... Non, je dis Fosso Victor, il a parlé aussi en tant que militant du RDPC. Il y a lieu... Il ne peut que soutenir son champion. Tout à fait. Il y a lieu qu'il puisse réagir dans le secteur politique auquel il fait donc partie. En tant que membre titulaire du comité central du RDPC, oui. Le patriarche Fosso dit des choses fort intéressantes, des choses probantes et constructives pour le bien-être du parti, pour le bien-être du Cameroun. On ne doit pas s'agiter en politique. Il faut savoir se cultiver, il faut savoir se mettre, il faut savoir avancer, et lentement et sûrement pour pouvoir atteindre les objectifs. La politique n'est pas une question de brutalité, c'est une question de moralité. Une question de civilité, une question de comportement, une question d'éducation, une question d'encadrement, une question de formation. C'est ça la politique. Et l'homme Fosso, il rassemble tout cela. Et à cela, un cumul matériel et d'ordre financier. Quand on a ce potentiel, on s'en sort politiquement. Rien à faire. Marcos Mandeki, sur la démarche, sur ce que Victor Fosso a voulu dire, il dit, c'est pas pour le moment, le pouvoir, on l'aura un jour, mais pas en 2018. Pas pour le moment. Ben, il faudrait déjà noter que Fosso Victor, le patriarche, est à l'aube au crépuscule de sa vie. C'est quelqu'un qui a posé des actions assez énormes, pas seulement pour le Cameroun, ni pour sa région,
l'Ouest. Mais pour le Cameroun, je ne sais pas si dans les entreprises du patriarche Fotso, il n'y a que des Banjounais ou alors ceux qui appartiennent à son département, le Nkunki, ou alors de manière générale, ceux qui appartiennent à l'Ouest. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pense au Cameroun d'abord, c'est-à-dire à la compétence. Parce que s'il a su prospérer dans ses affaires, ça veut dire qu'il a mis devant la méritocratie. Donc il faudrait, dans un premier temps déjà, lui rendre un très grand hommage pour ses œuvres accomplies jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, sur les propos du patriarche Yves-Michel, du patriarche Fotso Victor, j'avoue que je ne suis pas du tout étonné ou choqué, pas du tout. Il faut noter que c'est un vieillard. C'est pas une insulte parce qu'il a un âge très avancé. Oui. Il est très très fatigué. Ça, il faudrait quand même qu'on le dise. Quand je parle de fatigue, c'est pas une fatigue uniquement physique. C'est aussi une fatigue mentale pour quelqu'un qui, toute sa vie, s'est mis à œuvrer, à travailler, à réfléchir. Donc, de manière involontaire même, on a le cerveau déjà qui commence déjà un peu à lâcher. Et il faut noter aussi également qu'il y a quelques années, il a traversé quand même une crise très très énorme. Parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, Yves-Michel Fotso est l'un de ses enfants en qui il avait placé toute sa confiance. Et vous voyez la situation dans laquelle Yves-Michel Fotso se trouve aujourd'hui. Aucun papa ne saurait être insensible face à cette situation. Donc c'est une situation qui l'a pratiquement dévasté, qui l'a rongé. Donc ses propos aujourd'hui sont un peu une manière de faire ce qu'on appelle un peu l'appel de balle à nos dirigeants pour dire je ne vous ai pas lâché malgré tous les coups que j'ai reçus. Je reste l'un de vos soutiens et pensez à moi, c'est-à-dire c'est de trouver grâce, donner une grâce à son fils afin que celui-ci puisse... C'est comme ça que vous comprenez la sortie de... Oui, c'est un sage. Fotso Victor n'est pas idiot quand même, c'est un sage, donc c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Donc aujourd'hui, il parle aussi pour ses intérêts, il voudrait mourir en paix avec son fils bien-aimé tout à côté de lui, au moins pour lui dire un certain nombre de choses avant de partir. Aussi, les propos du patriarche Victor Fotso nous rappellent effectivement que nous ne sommes pas dans une démocratie, parce que dans une démocratie, seul le peuple décide qui va être président et qui ne va pas l'être. Mais vous voyez, lorsqu'il dit avec certitude, avec fermeté, que ce n'est pas encore l'heure pour un fils de l'Ouest, c'est une manière de dire que nous avons le pouvoir pour le moment, nous verrouillons tel que c'est verrouillé là, parce que quand vous regardez le code électoral, quand vous regardez ELECAM, quand vous regardez le Conseil constitutionnel, quand vous regardez même ou quand vous lisez les déclarations de ce que vous appelez premier président et que moi j'appelle président de la Cour suprême, vous voyez très bien que toutes les institutions de la République n'appartiennent pas à un système, mais à un individu très puissant qui met tout en œuvre pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, c'est-à-dire qui a mis toutes les dispositions pour que la mort, pour qu'il n'y ait que la mort pour lui séparer du pouvoir. Et moi, je suis maintenant très embêté lorsqu'on dit que un ressortissant de l'Est ne peut pas être président, lorsqu'on dit que un ressortissant du littoral, mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est le bien-être des Camerounais, c'est l'épanouissement des Camerounais. Lorsque vous décidez de prendre une épouse, je ne sais pas si dans vos calculs, vous vous dites, mon épouse, elle va être du centre, elle va être du sud, elle va être de l'ouest ou pas. Vous marchez et les circonstances de la vie voudraient que vous rencontriez quelqu'une avec qui vous devenez amis, avec qui vous ressentez un certain nombre de convergences pour la vie et vous décidez de vous mettre ensemble. Donc aujourd'hui, c'est très dangereux de penser à son ennemi, de penser à sa région. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun est au-dessus de tout.
n'importe qui peut être président du Cameroun. Ça peut être un compatriote qui est dans la diaspora. Ça peut être une dame. On a des dames de plus en plus talentueuses aujourd'hui. Certaines ne sont pas sous les yeux des projecteurs, mais font un travail énorme. Donc il faudrait que nous fassions tout et tout pour mettre au Cameroun des institutions démocratiques. Quand je parle d'institutions démocratiques, je parle du code électoral, des lois électorales, parce que tout est verrouillé aujourd'hui. Si je parle notamment des LECAM, parce que 100% de ceux qui appartiennent au conseil électoral et même à la direction, je parle du directeur général, je parle du directeur général adjoint, sont des membres du RDPC. À un moment, c'est très embêtant. Et ils sont membres ils sont nommés lorsqu'ils sont encore militants, même pas lorsqu'ils ont démissionné, parce qu'il faudrait noter quand même qu'en politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique. C'est vrai que on veut tous gouverner, mais il y a un minimum d'éthique qu'on devrait préserver pour dire quand même que nous faisons acte de bonne foi, nous mettons en place des institutions. Aux élections présidentielles, nous faisons une élection notamment à 2 tours. Donc, c'est un peu ça. Pour essayer de boucler rapidement, comme je l'ai dit, le patriarche, on ne peut pas être fâché contre lui, après lui. Si nous estimons que nous sommes des démocrates et que nous n'approuvons pas ces déclarations, parce qu'il est libre de dire ce qu'il pense. Et nous aussi, nous avons le choix de condamner ou d'apprécier, comme le font malheureusement certaines personnes. Mais en tant que démocrate, nous disons, le patriarche a pris une position en fonction de ses intérêts, pas en fonction des intérêts du Cameroun, sans être d'accord avec ces positions-là, mais nous les respectons et nous disons aux gens d'avoir un minimum de lucidité objective. Ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on devrait tous les jours manquer d'objectivité, parce qu'il y a le Cameroun avant qui va rester et nous les hommes nous allons passer. Casimir Désiré Tagné, après la sortie du patriarche Fotso Victor, il y a quand même la toile qui s'en est mêlée comme toujours. Il y a 2 camps qui se sont formés. Il y a ceux qui pensent que c'est un sage, que sa parole, il est sage, il est pragmatique, il est réaliste. D'un autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il y a un peu d'amnésie. Fotso Victor oublie que son fils, Yves-Michel Fotso, est en prison. Tout à l'heure... le régime a mis son fils en prison. Oui, c'est mieux dit comme ça. Oui, je crois que vous l'avez bien déterminé. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, j'ai balayé quelques préalables. Oui. Maintenant, il faut situer le contexte des propos du patriarche Fotso Victor. Nous sommes à une phase d'alternance politique au Cameroun. Et les gens, depuis la dernière élection présidentielle, ont basculé dans un tribalisme de mauvais goût qui fait que tout fait et geste de qui que ce soit est diversement interprété. Oui. Et très souvent négativement interprété. On a même inventé des termes sardinards, tontinards et autres, selon qu'on soit de telle ou telle tribu. Il faut déjà savoir cela. Et justement, les propos de Fotso Victor arrivent dans ce contexte-là. Mais, je l'ai dit également d'entrée de jeu, il parle avec des paraboles. Lorsqu'il parle de la parabole du lion et de la panthère, chacun devrait faire un peu de recul pour comprendre que oui, vous les Bamileke, vous êtes actuellement considérés comme des panthères et vous avez en face de vous des lions. Ne croyez pas que vous allez aller attraper le gibier et revenir traverser sur ces lions-là de manière aussi paisible. Moi, je crois que c'est un conseil de sage. Parce que quand vous regardez le Cameroun actuellement, il y a même un parabole, il y a même un proverbe de chez moi à Banzoum qui dit que celui qui porte un panier d'œufs sur la tête ne cherche pas les problèmes. Quand vous regardez les villes camerounaises, du moins les 2 grandes métropoles du Cameroun, vous allez voir que les meilleures entreprises, les plus grands immeubles, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, appartiennent à une seule tribu. En disant cela, on n'est pas tribaliste, on déclare c'est les faits et on dit que les faits sont sacrés. Alors, si vous voulez aller avec la guerre, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, soyez sûr que c'est vous qui serez les plus grands perdants. Un journal a titré ce matin,
Et c'est exactement ce que Momo a dit, mais il n'avait pas été compris. Et Momo est allé plus loin en exagérant un tout petit peu pour dire que les Juifs avaient été mis dans le... Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, Momo avait un peu extrapolé. Voilà là où a été la plus grosse faute de Momo. Le patriarche Photo vous parle de ce qui va arriver après lui. Quelqu'un a titré ce matin le testament de Photo Victor. Moi, je suis entièrement d'accord. Il dit, quand ça arrivera, je ne serai pas là. Lui-même le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la rotation du pouvoir. Nous sommes 206 ethnies au Cameroun. S'il faut roter le pouvoir, ça veut dire qu'il y a des ethnies qui auront le pouvoir après 206 ans. Le pouvoir appartient aux plus méritants. Nous sommes en démocratie. Les gens, parce que les gens ont voté Kamto dernièrement, beaucoup de gens ont dit que c'est parce qu'il est de l'Ouest, parce qu'il est Bamileke qu'on l'a voté. Je voudrais vous rappeler, Serge Alain, qu'en 1991, 1997, les Hameni Biele, les Amadou Namjoya étaient candidats à la présidentielle. Ils n'ont pas fait le race de marée que Kamto a fait. Donc les gens ont pensé que Kamto apporte quelque chose de positif et c'est pour ça qu'on le vote. C'est pas parce qu'il est Bamileke. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait une émission il y a 2 jours, dimanche, la vérité en face, oui, avec le premier vice-président, qui est du Nord, qui a des maîtres d'eau qui sont du littoral. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce tribalisme béat et de mauvais goût. Lui, Photo Victor, vous fait des conseils. Il vous dit le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Mais il y a des méthodes démocratiques pour arracher le pouvoir. Ce n'est pas les marches et les sorties intempestives qui vont vous donner le pouvoir. Et il vous dit, méfiez-vous, votre temps va arriver. Votre temps, prenez du temps, soyez calme, soyez pondéré. Et c'est là où je vous dis, il est un militant du RDPC. Il ne va pas directement venir vous dire des choses de manière aussi simple que cela. Il faut sculpter les paroles du patriarche Photo et ne pas s'arrêter au premier degré. Parce que beaucoup de gens qui ont pris ces paroles, et là, je ne suis pas d'accord, du tout pas d'accord avec ces gens qui sur la toile insultent Photo Victor à longueur de journée. Il y a même une brigade anti-sardinard que vous connaissez, les dégâts qu'il a déjà commis du côté de l'Hexagone, qui a carrément dit que Photo Victor ne doit plus mettre pied là-bas en Europe, sinon on va le brûler, il est un salaud, il est le milliardaire le plus salaud, le plus... Non, Photo Victor, c'est un homme sage. Photo Victor, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses dans ce pays. Et contrairement à ce que disait mon prédécesseur, oui, il a de la suite dans les idées. On peut être affaibli par la maladie, mais être encore dans la tête psychologiquement bien portant. Et moi, je crois que c'est cela. Et autre chose, je suis sûr et certain, je chute par là, Serge Alain, je suis sûr et certain que Photo Victor ne savait pas que ses propos seront publiés. Il était dans son style d'ancien patriarche, oui, des années 60-70, oui, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on pouvait se cacher dans une petite salle et dire des choses sans les retrouver demain dans la rue. Je suis sûr que si le patriarche Photo savait que ses propos devaient être publiés le lendemain, ou bien dès la sortie, oui, il ne devait pas les tenir de cette manière-là. Heureusement, comme c'est un sage, il a emballé ses propos d'une certaine prudence, et je crois qu'il suffit alors à tout un chacun de pouvoir les interpréter. Et j'ai dit, faites très attention, parce que quand un sage vous montre la lune, évitez de regarder son doigt. Parce que ce n'est pas le doigt qui vous montre. Il est en train de vous montrer autre chose. Voilà, Alphonse Gallet, que pensez-vous de ceux-là qui voient en la sortie de Photo Victor, il pense qu'il a oublié que son fils est en prison. Donc Photo devait normalement avoir un discours qui va à l'encontre de tout ce que le gouvernement peut mettre en place. Eh bien, ils devraient s'opposer. Ils ne comprennent pas que Photo puisse accompagner le régime de Yaoundé, alors que son fils est en prison. Eh bien, Serge, son fils en prison, il y a lieu d'un juridisme qui avait été mis en place
c'est la Constitution. Le patriarche Fosso, c'est un peu difficile pour lui de pouvoir prendre parole, bref, se prononcer dans cette situation, à n'importe quel pied. Nous sommes dans un pays où les institutions fonctionnent merveilleusement. 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 Au Cameroun, ça. Au Cameroun. Soyons quand même sérieux, hein. Il y a les gens qui vous écoutent là. Je veux ainsi dire que la société n'est pas une question à l'envolo, comme si on jetait les ordures dans une poubelle. Il y a les normes qui encadrent cela. Aucun député de la nation n'a jamais été nommé. Tout député a été élu. Et c'est dans une institution comme l'Assemblée nationale, comptable sur les lois, qu'on élabore les lois. Il faudrait que nous sachions cela. Donc, il a pris son timing, son temps, pour se prononcer au besoin d'encadrer la masse, la population, à savoir que la politique, le fauteuil présidentiel, n'est pas une question de ruche. Ce n'est pas l'abeille dans la ruche. C'est un travail longue haleine. La babiche d'un enfant ne pousse pas le même jour. Ça prend du temps. Ce sont des propos fort intéressants qui appartiennent aux grands hommes, aux grands hommes. Le chef d'État disait au sorti du commissaire Dago Passoir de Brova que je ne commande pas les commentaires. Ce sont des propos fort intéressants et constructifs pour la société. Je veux ainsi dire que le patriarche Fosso n'a pas oublié son enfant en prison. Cependant, il laisse la conscience faire son travail, la justice faire son travail. Ce n'est pas lié à sa fonction du patriarche dont il est. C'est ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que les gens profitent de la gouttière pour chier au torrent et dire n'importe quoi dans la rue. Le Cameroun, le peuple est mûr. Serge Alain, je voudrais, avant que tu nous donnes la parole à l'autre panéliste, Casimir, rapidement balayer quelque chose de très grave que Alphonse Ngale a essayé de dire là, parce que démontrer que les institutions camerounaises fonctionnent à merveille, moi je crois qu'on est dans un autre pays. Moi je crois qu'il n'est pas peut-être au Cameroun, dans le même Cameroun que nous vivons. Il a parlé des lois, il a parlé des députés, mais il oublie que les mêmes lois qu'il essaye de citer disent que lorsque vous avez remboursé le corps du délit avant la fin du processus, on peut vous libérer. Okay. Cette loi-là a été appliquée pour Aman Abdama, qui a remboursé le corps du délit, a été libéré, et Michel Fosso a remboursé, n'a pas été libéré. Alors, sur le même cas des lois que vous parlez, le Cameroun fait la politique de 2 poids, 2 mesures. Donc, je voudrais vous l'avez dit, on vous a suivi. Cela avant d'avancer. Voilà, Roger Yono, il y en a qui pensent aussi que Fosso Victor a tribalisé le débat démocratique. Tribaliser le débat démocratique, je ne pense pas, Serge Alain. Voyez-vous, on est Camerounais, certes, mais on est Camerounais de quelque part. On est Camerounais, mais nous sommes tous Camerounais, on vient de quelque part. Autrement dit, le patriarche Fosso qui prend la parole, il se retrouve exactement dans la situation des grands hommes, parce qu'aux grands hommes, les situations difficiles. Vous êtes militant d'un parti politique, et ce parti est au pouvoir, et vous avez votre fils, n'en déplaise à certains, qui a été un délinquant financier, un délinquant fiscal vis-à-vis des institutions de l'État. Et il se retrouve derrière les barreaux. Lorsque le monsieur dit il peut rembourser, etc., il faut voir que du côté du droit, surtout du droit pénal, un enfant peut voler au quartier et puis une autre maman dit non, cet enfant, je ne voudrais pas que l'affaire aille très loin. Mais comme il s'agit d'un délit pénal, le ministère public peut se saisir de l'affaire pour punir l'enfant. En réalité, c'est pas pour rejeter l'enfant, mais il faut savoir que le droit pénal a ce qu'on appelle un caractère dissuasif pour que les uns et les autres comprennent qu'il ne faudrait plus faire telle ou telle chose. Tribaliser le débat, je disais donc tantôt que le patriarche Fosso,
Il est certes camerounais, mais c'est un Camerounais ressortissant de l'Ouest Cameroun. Autrement dit, il y a donc ce dilemme où il y a un de ses frères également qui a voulu le fauteuil présidentiel. Maintenant, pour prendre la parole, il faut regarder le contexte, l'enjeu. L'enjeu, c'est le fauteuil présidentiel. Mais maintenant, le Patriarche Photo est d'abord membre du comité central du RDPC. Il faut le rappeler. Donc, lorsque le Patriarche Photo parle, il parle non seulement en tant que membre du comité central du RDPC, mais il y a le flair de la fraternité, autrement dit la teinture natale en tant que ressortissant de l'Ouest Cameroun qui ressurgit. Dit qu'il est tribaliste. Je ne sais pas si dire à ses frères qu'un jour vous aurez le pouvoir, c'est taxer quelqu'un de tribaliste. Moi, je voudrais un peu partir au-delà. Vendredi, nous avons assez discuté sur le tribalisme. Qui est tribaliste, qui n'est pas tribaliste au Cameroun? Je vous l'avais dit pour citer Ibrahim Mouché, qui dit au Cameroun, on est tribaliste comme on est catholique, comme on est chrétien, comme on est musulman. Autrement dit, chacun dans ses égarements ou bien dans son moi profond, dans sa plus grande objectivité ou dans sa plus grande subjectivité, a toujours le sentiment du frère. Et le sentiment du frère n'est pas totalement négatif. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ressort. La bonne charité, dit-on souvent, commence par soi-même. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu vas aimer l'autre frère qui vient de loin. Autrement dit, on commence, l'individualisation ne signifie pas rejet du communautarisme. L'individualisation peut même plutôt permettre une meilleure intégration afin d'aboutir au communautarisme. Dit qu'il a tribalisé le débat en disant à ses frères qu'un jour vous aurez le pouvoir. Il ne ment pas. En réalité, lorsqu'on regarde la structuration de la République du Cameroun, un panéliste l'a dit tantôt, et je discute souvent avec certains confrères, je dis mais c'est vrai. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on a déjà le capital économique, lorsqu'on essaie de regarder un auteur comme Bourdieu va dire lorsqu'on a le capital, on peut décider de convertir ce capital économique en capital politique. Et lorsqu'on va regarder dans les grandes structures du Cameroun et qu'on regarde qu'elles sont plus ou moins détenues, pas totalement comme mon frère l'a dit, mais plus ou moins détenues par les ressortissants de l'Ouest Cameroun, un jour, compte tenu des enjeux, tout peut converger à ce qu'un fils de l'Ouest soit porté au pouvoir. Comme tout peut converger pour que les fils de l'Ouest financent plutôt pour qu'un fils du Sud soit porté au pouvoir, ou un fils du Nord, ou un fils de l'Est. Toujours est-il que le président qui sera élu ne sera pas élu comme président de l'Ouest Cameroun ou du Sud Cameroun. Le président Biya n'est pas président du Sud Cameroun. Le président Biya est président de la République du Cameroun, qui a 10 régions, y compris l'Ouest Cameroun. Donc en réalité, venir dire qu'il a tribalisé le débat, je pense en réalité, Serge Alain, et là je serai un peu très fort, on a donné la parole à certains imbéciles de la société. Lorsqu'on dit telle chose, certains imbéciles de la société, et ça gêne parce que nous sommes obligés, on s'est pris à leur piège. Autrement dit, tout ce qu'ils disent, c'est ce qui devient nos commentaires aujourd'hui. Oh, ils ont dit ceci sur la toile. Et nous également, on essaie de courir pour essayer de dire non, pour aller en contradiction ou bien pour aller dans la même veine ou dans le même sens, que ça devient très difficile pour les uns et les autres. Mais je dis encore, la doc, ça ne pense pas. Si elle pense mal. Autrement dit, il faudrait encore des espaces comme ce débat pour que les gens, on essaye un peu d'éclairer la société en disant, je ne vois nullement une tribalisation des propos du patriarche François Victor. Il parle comme un fils de l'Ouest qui dit à ses frères, vous aurez, et je vous assure, lorsqu'il parle même à ses frères de l'Ouest, je ne suis pas sûr qu'il disait que c'est un frère de l'UDC ou du MRC. Ça revient dans sa chapelle politique, à chacun pour souffler la marmite de chez soi. Autrement dit, c'est un enfant, s'il parle de l'Ouest, c'est un enfant du RDPC. Parce qu'il ne manque pas de dire que s'il est homme d'affaires également, et que les affaires prospèrent bien, en réalité, c'est parce qu'on est aussi proche du pouvoir. Parce qu'on bénéficie d'une certaine affinité avec le pouvoir, on peut prospérer dans les affaires. Donc en réalité, je ne vois rien de tribaliste dans le débat et dans les propos du patriarche. Marcus Bandegui, dans cette sortie de Victor Fotso, on sent qu'il ne ferme pas la porte. Hein. Il dit, ce n'est pas votre temps, ça va venir. Bon, ce n'est pas leur temps. Comme pour dire peut-être qu'aujourd'hui, c'est une tribu qui dirige le Cameroun. Parce qu'il faudrait noter quand même que... parce qu'il ne faudrait pas qu'après le départ imminent de Biya, que ceux qui appartiennent à la même ère géographique que lui commencent à être pourchassés. Parce qu'ils ne sont pas du tout comptables de la gestion
la gestion catastrophique du Cameroun par un fils de leur localité. Il faudrait bien que ce soit clair. Je ne sais pas si vous parcourez, vous avez déjà assez parcouru la région du Sud ou alors celle de l'Est. C'est à 25 km. C'est terrible. Je dis, c'est terrible. Comme pour dire que l'échec de Biya ne saurait être l'échec des ressortissants du Sud, du Centre et de l'Est. Donc, dire que ce n'est pas encore leur tour, eux, originaires de l'Ouest. Comme si, lorsqu'on est président, le Premier ministre, lorsqu'on est président issu de l'Ouest, le Premier ministre est également de l'Ouest, le président de l'Assemblée nationale est également de l'Ouest. Non, il ne faudrait pas que ce soit présenté. C'est pourquoi vous devez relativiser l'échec de Biya en disant que Biya n'a pas géré seul. Biya a géré avec les enfants du Cameroun. Non. C'est quoi, lorsque vous avez un discours partisan, il faut être de temps en temps objectif. Biya n'a pas géré totalement seul. Biya a géré ce pouvoir avec les autres. Au Cameroun, nous sommes dans un pouvoir super présidentialiste. C'est-à-dire que le président de la République est le maître de tout. Je vous ai pris l'exemple, je vous ai dit, au niveau, regardez par exemple le procès politique qui est en cours aujourd'hui de certains de nos compatriotes. Vous verrez très bien que c'est au-dessus de la justice. Aucun magistrat ne peut prendre une certaine décision avec courage. Je me rappelle encore des propos de l'ancien magistrat devenu avocat aujourd'hui, Paul Aya Abine, qui disait 95% de ceux qui aujourd'hui sont magistrats, en principe sur le plan éthique, sur le plan de la déontologie, ne devraient pas exercer ce métier-là. Est-ce que le juge peut prononcer un habeas corpus pour la libération de ceux qui sont en procès politique aujourd'hui? Souvenez-vous, en 2018, lorsque des milliers de jeunes ont été arbitrairement interpellés, on se rappelle encore, quand le leadership était incarné par Joe La Conscience, qui a été emprisonné parce qu'il avait dit non à la modification de la Constitution. Le président de la République, du jamais vu, a pris un décret pratiquement au mois de mai pour gracier tous ces jeunes-là qui avaient été abusivement interpellés. Donc le pouvoir judiciaire peut parfois se tromper et le président de la République vient un peu en tant que garant des institutions. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est indépendant du pouvoir exécutif, il est indépendant du président de la République. Mais cela ne signifie pas qu'il y a manque de collaboration. L'indépendance ne signifie pas de collaboration. La théorie de la séparation des pouvoirs. Ça ne dit pas que ces pouvoirs sont automatiquement opposés. Il y a collaboration. Soyez un peu ordonné. Il y a collaboration. Il n'existe pas de collaboration entre les différents pouvoirs au Cameroun. Ah bon? Il existe tout simplement de la soumission des autres pouvoirs, pas vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais vis-à-vis d'un individu. Et ça n'existe pas dans quel vis-à-vis du président de la République. Mais ça n'existe pas dans d'autres démocraties, on voit très bien. Dans quelle démocratie, citez pratiquement dans d'autres démocraties, on voit très bien des juges. Dans quelle démocratie, citez-moi un pays. Permettez que soyons scientifiques. Dans la séparation des pouvoirs, il y a collaboration entre les pouvoirs. Et les faits nos enfants nous regardent. On ne peut pas leur demander d'être disciplinés et être indisciplinés nous-mêmes. Nous sommes quand même des grands. Vous aurez l'occasion de parler, même si vous aurez le droit de dire des bêtises comme depuis tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, aujourd'hui au Cameroun, cela peut se démontrer qu'il n'existe pas du tout de séparation de pouvoir. On a vu un président de l'Assemblée nationale. Vous évoquez tout à l'heure le rôle de nos députés. On a vu le président de l'Assemblée nationale dire devant des micros qu'il était à une cérémonie pour représenter le président de la République. Cela ne peut pas se faire. Le président de l'Assemblée nationale est dans un contre-pouvoir opposé à celui, pas opposé de manière frontale, mais qui est face au pouvoir exécutif. Non, le président ne peut pas déléguer le président de l'Assemblée nationale. Il peut déléguer le ministre, le premier ministre ou bien le premier ministre, parce que ce sont des pouvoirs différents du tout. Maintenant, pour revenir pratiquement sur le sujet, le parti ne dirige pas l'État. L'État est autonome du parti politique. Voilà pourquoi aujourd'hui au Cameroun, on a plusieurs formations politiques qui sont dans le gouvernement. On a plusieurs formations politiques qui sont à l'Assemblée nationale. On a plusieurs formations politiques qui sont
Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le multipartisme. Il peut y avoir multipartisme sans qu'il y ait démocratie. Et je vais vous dire qu'en 1987, nous étions encore au monopartisme, mais il y avait des élections pluralistes, c'est-à-dire plusieurs listes au sein du RDPC, du même parti s'opposait. Pour revenir pratiquement au sujet, moi je vous ai dit que nous ne saurons condamner de manière virulente les propos de Victor Fotso, parce que nous lui accordons un certain nombre de circonstances atténuantes. Même si restons sur l'expression, ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps. On l'a corrigé. Je dis, on l'a corrigé. Là, il y a eu un glissement, en quelque sorte. Le patriarche a pris une posture qui n'est pas une posture républicaine. Je crois que en bon père de famille, parce que c'est un père de famille, c'est un patriarche, on l'a dit, il devrait dire: continuez toujours à apporter votre modeste contribution pour le développement de votre pays. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on sait au mieux la République. Je connais même, il y en a des Camerounais qui n'ont jamais occupé un poste de visibilité, mais qui font un travail de lobbying assez fort pour la promotion de l'image de marque de notre Cameroun, qui font venir des investisseurs, qui posent un certain nombre d'actes en termes d'amélioration des conditions de vie de nos Camerounais. Il faudrait que le patriarche aurait pu s'adresser dans ces circonstances pour dire: continuez à apporter votre modeste contribution. Si jamais l'un des nôtres est élu président de la République, qu'il se mette résolument au service de tous et de chacun, pas au service de sa région. Parce qu'il faudrait corriger le tir aujourd'hui pour que nos compatriotes issus du sud, de l'est et du centre ne puissent pas subir un certain nombre d'actes négatifs. Parce que c'est ce qui pourrait arriver lorsque dans quelques semaines, voire dans quelques mois, le président de la République ne sera plus à même de diriger le pays. Oui, Roger. Une seconde, Serge Alain. Je voulais un peu rectifier le tir, parce que j'ai l'impression que mon frère, je peux comprendre, il a dit il est de l'AFP, c'était un discours partisan. Et le discours partisan, malheureusement, qu'il tient, était un discours essentiellement idéaliste. Il ne faut pas croire, Serge Alain, qu'on invente les hommes. On n'invente pas les hommes. Le président de la République du Cameroun est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de l'Assemblée nationale est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Autrement dit, lorsque ils arrivent au niveau de l'échelle nationale, à savoir il y a séparation des pouvoirs, il ne faut pas oublier qu'il y a un mécanisme qui est prévu par derrière qu'on appelle la discipline du parti. Lorsqu'ils rentrent dans le RDPC, vous ne pouvez pas vous lever n'importe comment pour être président de l'Assemblée nationale. C'est un parti politique qui vous porte. Autrement dit, dans ce parti, vous avez d'abord un patron. Il y a eu ce problème d'ailleurs entre le président Amadou Ahidjo et le président Biya sur avec l'alternance. Autrement dit, qui était supérieur entre le président de la République et sur la préséance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Cavaille, qui est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il a un patron dans le RDPC, qui est le président Biya, et de manière pragmatique, lorsque M. Cavaille agit, M. Cavaille sait que, en réalité, si je m'amuse ici, dans le parti, ici, certes, je peux prendre une décision en tant que président de l'Assemblée nationale de la séparation du pouvoir, mais lorsque je rentre dans mon parti politique, j'ai un patron là-bas qui peut me sanctionner. Et lorsqu'on sait que tout militant veut d'abord être rétribué, autrement dit, va avoir une récompense, veut avoir une récompense et être à l'aise dans sa rétribution, il est obligé, quel que soit le cas, de faire dans une certaine mesure, de prendre la posture du parti politique. Si mon cher frère voudrait être bien ailleurs, qu'ils aillent également avec l'armada des ressources qu'il possède dans son parti politique et qu'ils aillent remporter le pouvoir. C'est pourquoi j'ai oublié de dire quelque chose. Lorsque le patriarche Fotso vous dit que ce n'est pas encore votre tour, il connaît la ressource que la machine RDPC regorge. Lorsque peut-être vous allez dire que les institutions fonctionnent ou ne fonctionnent pas bien, pour avoir travaillé sur la rétribution du militantisme au Cameroun, Serge Alain, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de battre le RDPC aux élections. Parce que sur le plan de la ressource, le RDPC regorge et d'énormes ressources qui peuvent permettre que le RDPC reste et demeure au pouvoir, comme nous sommes en train de le voir, sans parfois frauder. Même s'il peut avoir des éléments de fraude, mais sans parfois frauder. Lorsque vous regardez les vous admettez qu'il y a souvent de la fraude. Il peut avoir de la fraude, surtout que la fraude est une ressource politique, parce que tout le monde ne peut pas frauder. Celui qui fraude, c'est parce qu'il a des moyens pour frauder.
Celui qui fraude, c'est parce qu'il a des moyens pour frauder. En sciences politiques, la fraude est une ressource, c'est-à-dire un comportement, un moyen qui peut influencer le comportement d'un adversaire. Si vous êtes dans une... Vous ne pouvez pas envoyer un scrutateur à Bamangou, par exemple, et que le RDPC se retrouve seul dans une salle de classe. N'enfermez pas les élèves dans une salle de classe et vous dites sur le sujet tout document autorisé et qu'ils ne se changent pas de document. Ça veut dire que là, ça peut être une fraude et là, la fraude est légitime. Donc arrêtons souvent de dire la fraude, etc. Quel parti ne triche pas? Tous ces partis fraudent. Donc la fraude, si vous ne le savez pas, est une ressource. Venez légitimer le banditisme. La fraude est une ressource. Non. La politique, c'est pas une c'est un vrai scandale, ça. Je crois que le banditisme, Casimir, je reste sur cette sortie-là. Ce n'est pas votre temps, ça va venir. Où est la démocratie dans cette phase? Où est la démocratie? Voilà, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on sorte tout de ce cadre. Nous ne sommes pas là pour discuter des pouvoirs législatifs. Oui, allez-y donc. Donc, nous sommes dans les phrases. C'est pour dire que le RDPC décide encore que c'est lui qui est au pouvoir. Mais il faut déjà... Je vous ai dit tout à l'heure, Serge, que si Fosso Victor savait que ses paroles devaient être publiques, ce n'est pas de cette manière qu'il se serait exprimé. Il y a quelques jours, nous étions ensemble lors de la remise des vœux à Fosso Victor. Et c'est là où il a dit exactement sa pensée. Et c'est la pensée qu'il a toujours dit à tous les Banjouns qui sont autour de lui. Il dit toujours, je vous encourage même de faire la politique. Mais sachez ce que vous allez chercher en politique. Voilà en réalité le résumé des paroles de Fosso Victor. Il l'a toujours clamé. Une autre partie de son testament. Oui, c'est même réellement le vrai testament qu'il faudrait lire s'il n'est plus là. C'est-à-dire, faites la politique, n'allez pas en politique pour jouer les faire valoir, allez en politique, mais surtout, sachez ce que vous cherchez en politique. Et quand vous dites que ce n'est pas encore votre tour, qui a dit que ce n'est pas encore le tour des Bamileke? Leur tour, c'est quand? Si ce n'est maintenant. Rappelez-vous qu'en 1991, lorsque le président Paul Biya allait en visite à l'Ouest, et exactement, c'est à cette occasion qu'il était allé rendre visite au domicile du patriarche Fosso Victor. Et à l'occasion, je me rappelle encore de sa phrase, parce que lorsqu'il est arrivé, Fosso Victor l'a accueilli et lui a dit « Je vous souhaite la bienvenue dans mon chantier ». Il a dit « Si tous les Camerounais pouvaient avoir un chantier comme le vôtre, je crois que le Cameroun se porterait bien. » Mais en public, dans son discours officiel, Biya a dit « Le Cameroun se fera avec vous ou ne se fera pas ». Et quand vous regardez la classe dirigeante du Cameroun aujourd'hui, vous croyez que les Bamileke sont oubliés, tellement oubliés, sont aussi oubliés que les autres tribus? Le président du Sénat est de l'Ouest. Ça, c'est un fait. Le président du Sénat, il est de l'Ouest. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il est de l'Ouest. Et même les grandes structures étatiques sont contrôlées aujourd'hui par les hommes de l'Ouest. Si vous regardez les Néo, si vous regardez Camerco, et aujourd'hui même la Sonara. Donc vous ne pouvez pas dire que le tour de l'Ouest n'est pas arrivé. Le Cameroun, c'est un tout qui se gère avec l'ensemble de ses ethnies. On ne peut pas faire le tour de l'Ouest et l'Ouest ne dirige qu'avec les hommes de l'Ouest. C'est exactement ce que Roger Ono essayait de dire là tout à l'heure, que même si Biya gouverne aujourd'hui, il ne gouverne pas uniquement avec les gens du Sud. Il gouverne avec l'ensemble des Camerounais, qu'ils soient de l'Ouest, du Nord ou de l'Est. Et ce sera comme ça même le jour où c'est un Bamileke qui sera au pouvoir. Merci de l'avoir dit. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant, Cédric. Au menu ce soir. Ce soir, la crise anglophone s'invite dans la semaine consacrée à la célébration de la journée internationale de la fête de la femme. Vous suivrez ces femmes déplacées des régions anglophones, notamment dans certaines localités du département du Mungo. Elles se plaignent de leurs conditions de vie de déplacés et bien sûr n'ont pas le cœur à la fête. Et dans un tel contexte social où les conditions de vie des femmes ne cessent de se dégrader, des femmes politiques appellent au boycott des activités gouvernementales relatives à la journée internationale de la femme, un avis qui n'est pas toujours partagé par d'autres femmes politiques. Regard croisé à suivre dans le journal de 20h. Et une dernière réaction de la communauté internationale qui vient de tomber, l'Union européenne qui déplore la dégradation de la situation politique et sécuritaire au Cameroun
Elle se prononce sur la situation du professeur Maurice Kamto, la crise anglophone et l'émergence d'un discours de haine sur la base de l'appartenance ethnique au Cameroun. Nous en parlerons dans un instant. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. Pour l'Union européenne, il y a une seule solution à tous ces défis qui interpellent le Cameroun. Un dialogue politique inclusif, a-t-elle fait savoir dans ce communiqué, et dit être disponible pour accompagner le Cameroun dans cette initiative. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, la suite toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, madame, monsieur, toujours en compagnie de Alphonse Ngale, Casimir Désiré Tagné et Marcus Mandeki et bien sûr Roger Oyono. Vous avez suivi le reportage sur le 8 mars, on va le dire comme ça, 34e édition. Les dames de la classe politique ne semblent pas accorder leur violon. On a pu, à travers ce reportage, voir se dessiner une alliance RDPC-SDF contre le CPP. Roger Oyono. Serge Alain. Kawala et Edith Kabanwala du CPP parlent d'un boycott du pain. Les deux autres dames ne sont pas d'accord. Les deux autres dames ne sont pas d'accord. Cela retraduit encore ce que certaines qui ne maîtrisent pas le jeu politique ne comprennent pas l'idée d'alliance. En politique, on n'a pas d'ennemis, on peut avoir des adversaires et les adversaires se jouent et se déjouent, se nouent et se dénouent. Autrement dit, il n'y a pas d'ennemi éternel en politique. Cela a pu être constaté en 2013. En 2013, aux élections sénatoriales, lorsque vous avez vu le jeu entre le RDPC et le SIF nettement à l'ouest Cameroun et dans l'Adamawa pour faire reculer l'UNDP et l'UDC, l'UNDP dans l'Adamawa et l'UDC à l'ouest Cameroun. Et voilà ce qui continue à se dessiner lorsqu'on essaie de regarder les prises de position des femmes du SIF et du RDPC et dites Ouala Kaban. Ce qui a lieu de voir, Serge Alain, et là je ne vais pas faire assez de commentaires dessus parce que le 8 mars, etc. Pour moi, c'est pas un grand événement, c'est un non-événement sur le pagne dont les politiciens veulent comme faire d'habitude, c'est-à-dire politiser une affaire qui n'est pas importante. Elle n'est pas importante, pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi Madame Kawala, depuis, n'a pas apporté son soutien en allant dans la zone de Bamenda. Depuis que les événements ont commencé, je ne l'ai pas vu totalement active. Mais comme il y a... elle a refusé de participer à la présidentielle, justement, parce qu'elle disait que le pays... elle disait que le pays... est divisé, mais... Elle n'a pas totalement refusé de participer à la présidentielle. Avant la présidentielle, on avait fait sortir le ministère de l'administration territoriale. Avait sorti une liste où on disait telle personne, si c'est le CPP qui se présente, c'était pas Madame Kawala qui allait se présenter. Donc c'est souvent des choses qu'il faut parfois dire. C'était pas de son propre chef qu'elle n'était pas candidate à l'élection présidentielle. En fait, c'était quelque chose qui lui avait été imposé. Donc dire venir récupérer, faire de ce que j'appelle la récupération politique ou bien de l'instrumentalisation par rapport au 8 mars, cela me semble un peu malhonnête parce que ces femmes du nord-ouest et du sud-ouest, nos mamans de là-bas, elles ont de véritables problèmes et ce n'est pas le problème du 8 mars ou du pagne qui va venir résoudre le problème. Je pense que le problème est ailleurs. Il faudrait qu'elle aille, il faudrait qu'elle aille, justement, du SDF, il faudrait qu'elle aille donc au chevet de ces dames et ne pas distraire ces dames avec les histoires du pagne du 8 mars, etc. Voilà. Alphonse, vous voulez dire quelque chose par rapport à la sortie de Kawala? Pour elle, pas de 8 mars, parce que
les mamans du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des problèmes véritables là-bas. Bref, Je ne vois pas ce qu'on doit célébrer. Oui, Serge, la femme. tout cela traduit la grande démocratie à laquelle nous sommes confrontés. Les unes sont d'accord, les autres sont dans un non quasiment total. C'est la démocratie. Je pense savoir que dans la société, il est intéressant d'être posé, d'être calme, d'être tranquille. Qui n'est pas posé parmi les trois? Ceux qui ont eu certaines brutalités notoires dans la géocompréhension. Mais c'est de son droit de dire que bon, voilà, nous on ne participe pas au 8 mars. Le 8 mars, c'est de son droit, non? Le 8 mars est une fête allouée aux femmes. Accordée Et aux elle femmes. considère qu'il y a une partie du Cameroun où les femmes ne sont... Pour Elle pouvoir, ne comprend pas pourquoi on... j'en viens. Pour Oui. pouvoir clairement dissocier sur des sujets, sur des questions auxquelles les femmes, elles sont confrontées, et par la faire savourer, par cette marche en fanfare sonore, dans un nouveau, comment dirais-je, boubou, une nouvelle robe, ce n'est que légal. On doit exhiber la nouvelle robe chaque 8 mars. C'est une innovation. C'est pourquoi on doit faire la fête chaque 8 mars. Dans le monde de l'innovation, l'esthétique appartient généralement aux femmes. C'est même dans ce sens qu'on crée les vêtements chaque année pour les femmes, pour qu'elles puissent être à l'attente de leur fête, de leur festin, si je peux dire ainsi. Donc, si les unes refusent et que les autres acceptent, je qualifie ça de la grande démocratie. Mais les femmes partant de là peuvent se mobiliser, se rassembler pour dialoguer concernant les sujets auxquels elles sont confrontées. Ouais. En l'occurrence, ce qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest, et apporter leur part de contribution. C'est ce que Chantal Kambiwa dit justement, qu'il faisait une journée où elles peuvent justement poser leurs revendications. Nécessairement en participant à la fête. Mais on sait comment ça se passe souvent. Hein? Ça va porter un refus à cela. Oui. Parce que on sait comment ça se passe le 8 mars. La société de la chaise vide, elle n'est pas importante dans une société constructive. On a besoin beaucoup plus de femmes que des hommes pour pouvoir faire avancer une société. Ça veut donc dire que, quelque part, Kawala et sa suite doivent se transcender à comprendre que elles sont censées a priori se mettre du côté de celles qui sont censées marcher, défiler et défiler ensemble. Quand il y a ce qui s'avère comme problème, ce qui peut être comme problématique, elles savent où déposer leur doléance. Nous sommes dans un pays où les normes juridiques existent, où les institutions existent, où les institutions fonctionnent merveilleusement. Il y a lieu... Ah, vous persistez, hein? J'insiste dessus. Ouais, pour la deuxième fois, vous dites que les institutions fonctionnent comme elles se doivent. Okay. Dans des normes. Je vous en prie. Ok. Et Casimir Désiré Tanier Kawala, qui présidentielle, elle a dit, politique la chaise vide, voilà également le 8 mars. C'est sa marque de fabrique que le boycott? Oui, mais il faut retenir que, et c'est même ce que je retiens des propos d'Alphonse, oui, Alphonse, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Parce que ce n'est pas de son droit. Elle a tout le droit. Voilà. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de donner sa position, que ce soit le boycott ou le non-boycott. Mais dans tous les cas, nous disons que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Ça devrait même être l'occasion, ce 8 mars, pour elle de sortir pour dénoncer ce qui se passe dans le nord-ouest. C'est ça qu'on attendait d'elle. Et ce n'est pas trouble à l'ordre public? Enfin, ça dépend de quel angle chacun se trouverait. Hein. Vous savez comment ça se passe? Vous voulez que ce jour-là, Kawala sorte avec les pancartes? Si elle offre même des conférences de presse ou bien fait des sorties médiatiques pour dénoncer à l'occasion de ce 8 mars, je crois que personne ne lui empêcherait. Mais je dis, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Souvenez-vous, Serge Alain, en 1992, lorsque le SDF venait à peine de naître, le SDF a accepté d'aller à l'élection présidentielle
de 1991, mais a refusé, 92. oui, de 1992, et a refusé les élections législatives de la même année. Et c'est depuis lors qu'il y a eu un embrouillamini au niveau de la classe politique, où on ne sait plus quelle est l'opposition dominante à l'Assemblée nationale, parce que le SDF avait laissé libre cours à l'UNDP, qui avait raflé 68 députés, et que l'UNDP a cru qu'elle avait la meilleure opposition au Cameroun, alors qu'il n'en était rien. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Et le SDF a tiré toutes les conséquences de cette tentative malheureuse, et c'est pour ça que le SDF n'accepte plus la politique de la chaise vide. Maintenant, pour revenir au 8 mars. Le 8 mars est devenu pratiquement la fête du pain au Cameroun. Je connais même des compatriotes qui se trouvent aux États-Unis ou bien en Angleterre et qui insistent pour que leurs frères ou leurs sœurs leur achètent le pain du 8 mars au Cameroun pour le leur envoyer. Parce que le pain du 8 mars n'existe qu'au Cameroun. Et c'est donc là où il faut se poser la question de savoir qui gagne dans cette opération du pain du 8 mars. Ça, c'est la grande question. Et c'est là où oui, c'est un très bon débat. Je vous invite même à l'occasion de cette semaine, vous avez suffisamment du temps, Serge Alain, à vous interroger un peu sur le pain du 8 mars. Le pain, c'est un signe distinctif. Vous voyez quelle tenue j'aborde aujourd'hui. C'est la plus belle tenue traditionnelle qui puisse exister au monde, s'il faut le dire ainsi. Elle ne changera jamais. Elle est ce qu'elle est et elle restera. Vous pouvez acheter une nouvelle tenue, mais ce sera le même design. Là, le RDPC ou le SDF a son pain. On ne peut pas admettre que du jour au lendemain, on change le pain du SDF en autre chose ou le pain du RDPC en autre chose. Ce n'est qu'à l'occasion du 8 mars que vous voyez, on change le pain tous les années. Chaque année, c'est un nouveau pain et on oblige vos femmes. Je connais même des épouses qui ont divorcé parce que leur mari n'a pas offert le pain, ne leur a pas offert le pain du 8 mars. Alors que si le pain était unique, vous l'achèterez aujourd'hui, ça peut rester pour 5 ans. On peut attendre 10 ans pour renouveler le pain du 8 mars. Donc, il faut se poser la question de savoir qui gagne dans cette opération du 8 mars. Et je dis, le ministre des Affaires sociales ou bien le ministre du Commerce, ça dépend de quel ministre prendra position dans les années à venir, qui aura interdit la fabrication annuelle du pain du 8 mars, aura rendu un énorme service aux Camerounais, parce que les Camerounais qui sont de plus en plus pauvres et qui sont obligés de débourser de l'argent pour aller acheter, et déjà, on nous fait dire que le pain est même déjà très rare cette année. Alors que vous pouvez avoir votre pain, l'année prochaine vous aurez le même pain, l'année d'avant qui suit, et ainsi de suite, et ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Et c'est là où je reviens à ma sempiternelle question. Qui gagne dans cette opération du pain du 8 mars? Ok, Marcus Mandeki, vous comprenez cette divergence de position entre le CPP et les autres, RDPC, SDF, sur le 8 mars. Il faudrait déjà faire une mise au point parce que vous, en tant que journaliste, vous avez plus qu'un devoir, l'obligation de pouvoir apporter la bonne information et éviter les confusions. Il ne s'agit pas, dans les propos de Madame Malice Doualabel et ceux de Madame Kambiwa, d'une certaine convergence formelle. Ce sont des femmes qui ont pris position, pas de manière arrangée, quoi. Parce que là, vous avez donné l'impression que le RDPC s'est allié au SDF pour pouvoir embarrasser, voilà, pour pouvoir embarrasser. Non, parce que non, on va pas les infantiliser parce que vous savez, ça peut fragiliser parce que aujourd'hui, vous n'allez pas infantiliser les téléspectateurs. Parce qu'aujourd'hui quand même, c'est une façon. Nous parlons aujourd'hui. Je comprends. Je ne le dis pas pour vous. Je comprends. Non, parce que à l'heure du rassemblement de la grande famille socialiste et sociodémocrate, il faudrait bien que nous qui vous avez suivi militons, l'explication de Roger Renaud? Bien sûr, nous qui militons pour ce regroupement-là, essayons tant bien que mal de pouvoir
affinir quand même nos divergences. Je voudrais revenir quand même parce que l'AFP également, par la voix de sa présidente Alice Sadio, a pris position. Et il faudrait également que nous n'accentuions pas la confusion. Il ne s'agit pas de la fête du 8 mars. Il s'agit de la journée internationale de la femme. Et le pain n'est pas le symbole de la célébration de cet événement-là. Que ce soit Kawala ou Alice Sadio, il est question pour cette dame-là de ne pas mettre le pain en avant, mais de mettre d'autres éléments, notamment des discussions, des conférences, des échanges sur un certain nombre de thématiques pour davantage éveiller le sentiment des femmes sur les mots aussi, les luttes qui peuvent être les siennes aujourd'hui. Et je voudrais quand même revenir sur l'intervention du frère Oyono tout à l'heure, qui estimait que Madame Kawala, en tant que femme, avait été exclue de l'élection présidentielle. Il faudrait noter quand même que le gouvernement Biya, par la voix du ministre de l'administration territoriale, a humilié 2 femmes à la veille de cette élection présidentielle, notamment Kawala, à qui il lui a été retiré le droit d'être présidente, c'est-à-dire la fonction de présidente. Elle a été élue lors d'un congrès qui avait été bien évidemment déclaré, et on se retrouve que c'est une autre personne qui n'avait pas pris part de manière directe à ce congrès-là, qui s'est vu désigné président du CPP. Non, c'est un autre débat, mais on parle de la femme. Je voudrais davantage mettre en lumière. Je vends mon débrief. Je suis d'accord. Je voudrais mettre en avant les femmes qui ont été humiliées par ce système. Je peux parler également de Madame Abiba Issa, présidente élue d'un congrès unitaire de l'UPC, mais dont le ministre de l'administration territoriale s'est cru obligé de dire qu'elle n'est plus la représentante légale de l'UPC. Donc, c'est un message qu'on adresse aux femmes pour leur dire davantage que, voilà, autant d'humiliation dont subit le ministre de l'administration territoriale les femmes. C'est vous qui le dites. Moi, j'apporte un certain nombre d'éléments. J'apporte un certain nombre d'éléments qui ne favorisent, qui ne permettent pas au gouvernement de mettre en avant le dynamisme des femmes que nous respectons énormément. Ces femmes qui, au-delà d'être nos mamans, sont nos épouses, sont nos compagnes. Nous avons un devoir, nous qui sommes des leaders d'opinion aujourd'hui, c'est d'éduquer ces femmes-là. Parce que vous savez, au Cameroun, 95% des foyers aujourd'hui sont portés par des femmes. Quand vous regardez dans des marchés, quand vous regardez dans des entreprises, généralement, ce sont ces femmes-là qui, beaucoup plus actives que des hommes, sont pratiquement la cheville ouvrière des foyers. Ce sont elles, à partir de leur petit commerce, qui envoient leurs enfants à l'école, qui essaient de contribuer au développement du ménage. Donc, nous avons une obligation de les protéger, de leur faiblesse, parce que les femmes, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on ne peut pas parler d'égalité entre la femme et l'homme, parce que la femme a un certain nombre d'inconvénients naturels qui ne lui permettent pas véritablement de se mettre à la hauteur de l'homme. Donc nous avons l'obligation de protéger la femme compte tenu des faiblesses qui sont siennes, sont des faiblesses involontaires. C'est pas qu'elles sont moins intellectuelles ou moins sages que des hommes, c'est tout simplement qu'elles ont moins de facilité à pouvoir davantage apporter en termes de contribution au développement de notre société. Voilà, donc pour nous, ce n'est pas une question de boycott de la journée du 8 mars, mais il est question de ne pas mettre en avant le pain dans cette célébration. Voilà, Marcus Mandeki, je vais vous dire que le débrief commence par la titraille. Moi, je vends mon débrief, donc ça commence par mon titre. Ok. En plus, voilà. Serge Alain, oui. Marcus a développé
une thèse telle que si quelqu'un débarque au Cameroun aujourd'hui, il va croire que le ministère de l'administration territoriale au Cameroun est tellement misogène qu'il ne tire que contre les femmes. Des petites choses comme ça, il faut un peu mettre les points sur les i. Oui. Le ministre de l'administration territoriale, qui à peine venait d'être élu, avait sur lui avait reçu un certain nombre de documents concernant un certain nombre de partis où il y avait des discussions et des disputes au sein de ces partis-là. Et en base de certains éléments, il a décidé de qui parle au nom de quel parti désormais. De manière arbitraire. Ce n'est peut-être pas le débat. Voulu que Kawala se retrouve dans cette position-là. Le hasard. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas que le CPP, il y avait le Manidem. Et comme par coïncidence, les personnes qui ont été choisies pour parler au nom de cette formation ont soutenu le président de la République. C'est une simple coïncidence, donc. Respectons les femmes. Respectons les femmes. Du deuxième point du débrief, il y a l'Union européenne qui pense que la situation, le malaise politique au Cameroun s'aggrave avec la mise aux arrêts de Maurice Kamto et les autres. Après la crise anglophone, voilà un autre caillou dans la chaussure. Monsieur Otou, oui, je l'ai dit d'entrée dans cette émission. Que les institutions se portent très bien. Les institutions se portent très bien. Concernant l'incarcération, voire l'arrêt de l'éminent professeur Maurice Kamto, il faut reconnaître cela en lui, c'est un éminent professeur. Il a récupéré Bakassi. J'entends dire qu'il a même d'ailleurs participé à la rédaction de la loi concernant la marche pacifique au Cameroun. Il ne peut marcher que si et seulement si on est bénéficiaire d'une autorisation de l'autorité locale dans la zone de compétence dont on est censé marcher. C'est pas vrai. Parce que dans l'alinéa de cette loi, de l'article, on parle d'un débordement. Ce n'est pas celui qui marche qui est censé protéger les marchands. Ce n'est pas celui qui marche qui est censé protéger quand il y a litige, quand il y a problème. Monsieur Eutou peut décider d'aller dans le sens du côté gauche et moi, Alphonse, je vais dans le sens du côté droit. Même s'il ne frôle pas. Et si je suis quelqu'un qui est taquin, je vais cogner sur lui, la bagarre va déclencher. Qui est censé intervenir? C'est l'autorité en mettant les agents de l'ordre, les agents de la défense pour sécuriser, pour encadrer cette marche. Mais s'il est avéré que le Cameroun à nos jours est en lutte contre Boko Haram, une fois de plus, d'autant plus que le ministre de l'administration du territoire, son descendant pour Atangandi était dans l'Alamawa pour donner le matériel local à la population locale, au besoin de mener à bien les actions de couverture, défendre la lutte contre les braqueurs, les bandits de grand chemin, lutte contre les voleurs de la bétail. Le Cameroun, à nos jours, confronté dans le problème, dans le dilemme sud-nord-ouest, l'autorité à Douala se voit astreinte de ne pas donner cette autorisation de la marche. Parce qu'on va négliger une marche par rapport à la situation du Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Le sous-préfet ne pouvait pas accepter, autoriser le MRC de pouvoir marcher sur la voie publique. C'est ça qu'il s'agit. Donc il y a deux volets. Le volet juridique et le volet, comment dirais-je, politique. Parce qu'il est président d'une formation politique. C'est lié à la politique. Et quand on fait politique, il faudrait se montrer patient. Il faudrait être tranquille. Il faudrait être calme pour pouvoir avancer. La tortue dort à la maison. 1000 pattes arrivent à la maison. La fourmi dort chez elle à la maison. Si on est appelé à avancer, on doit mûrir. On doit développer la sagesse. La sagesse, elle est innée, elle est d'ordre naturel. À cela, on met l'intellectuel pour pouvoir avancer. C'est comme ça la vie d'un être humain en société. C'est toujours par rapport à la sortie du... si l'Union européenne se prononce concernant cela, oui. Ce sont des êtres humains. Oui. Ce ne sont pas des animaux. Non, il pense que le malaise politique est aggravé par cet autre élément. Mais il y a déjà Boko Haram, il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a même la montée du tribalisme et il y a l'arrestation du président du MRC et les autres.
l'Union européenne ne peut que dire cela. Ce sont des êtres humains. Il faudrait que nous sachions tout simplement que le Cameroun a une conscience. Et cette conscience est appelée à être défendue. Être défendable par tous, par tout le monde. Il faudrait que nous sachions cela. Oui, Marcos Mandeki, vous ne semblez pas être d'accord avec... Oui, déjà, je voudrais rappeler à l'aîné que le ministre de l'administration territoriale, Atanganji, ne mérite pas le titre Son Excellence. Ce n'est pas réservé au ministre en charge de l'administration territoriale. Ça n'engage autre personne. Au Cameroun, par abus, on appelle même les préfets, les gouverneurs, Son Excellence. C'est un abus. Oui. Donc, pour revenir maintenant... Vous ne nommez pas. Pour revenir maintenant aux préoccupations de l'Union européenne. De l'Union européenne. Ce que l'Union européenne décrit, c'est pas nouveau, c'est pas extraordinaire. Nous qui vivons au Cameroun, nous faisons le constat d'un certain nombre d'inégalités. Nous faisons le constat d'un certain nombre d'injustices. Nous faisons le constat d'un certain nombre de violations, que ce soit les violations de droits, de liberté d'expression ou des libertés de manifestation. Monsieur Alphonse, le sous-préfet n'a pas à autoriser une manifestation. Il a tout simplement à prendre acte de la déclaration qui lui a été rédigée. Et en plus, lorsque le sous-préfet remet un récépissé, il est bien dit en bas qu'en cas de débordement, ceux qui ont fait la demande ceux qui ont fait la déclaration vont répondre, seront responsables. Et en plus, on met à côté de ces organisateurs-là les forces de maintien de l'ordre, pas les forces de défense, les forces de maintien de l'ordre pour davantage encadrer les manifestations. C'est aussi simple. Je vais vous dire, par exemple, on a vu les manifestations du SDF être interdites. Les dernières, c'était celle du MRC. Imaginez-vous que si on les avait laissés marcher, je suis sûr que ces compatriotes-là auraient marché peut-être pour 45 minutes, 1 heure, et puis ils se seront dispersés d'eux-mêmes. Ça n'aurait pas fait, ça n'aurait fait du mal à personne. Quel est l'intérêt à ce que ces compatriotes-là aujourd'hui puissent être incarcérés? Tout simplement parce qu'ils ont marché? Non, quand même, on peut être opposé au professeur Kamto ou bien à tous ces alliés-là, mais il y a quand même un minimum d'objectivité que nous devons avoir. Si vous dites que nous sommes dans un pays de grande démocratie, il faudrait bien que si je dis non, que vous puissiez dire oui, mais dans le respect mutuel de nos positions, vraiment de manière fondamentale. On n'a pas besoin d'attendre l'Union européenne. Que l'Union européenne vienne nous dire que les élections ont été mal faites, que la montée du tribalisme, ça se voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous regardez dans les réseaux sociaux comment est-ce que les gens se tirent dessus. Oh, vous êtes Bamileke, oh, vous les bêtises, c'est vous qui mettez en mal ce pays. Oh. C'est regrettable et nous sommes tous exposés. Nous avons l'obligation de tout faire pour qu'il y ait un sentiment de fraternité entre les Camerounais. Ok, on arrive au terme. Je voudrais boucler pour revenir sur un petit propos rapidement. Il y a 2 autres qui doivent prendre la parole. Pour rappeler ceci, la fraude est un délit. Et lorsqu'il y a fraude, cela porte à mal la crédibilité d'une élection. Rappelez-vous qu'en 2002, le gouverneur actuel était préfet dans le département du Nkam. Il a fait annuler les élections dans le Nkam pour fraude. En 2007, il était préfet dans le département du Haut-Nkam. Il a fait annuler les élections là-bas. En 2007 également, les élections à Douala 5e avaient été annulées parce qu'il y avait eu constat de fraude. Donc aujourd'hui, on ne peut pas légitimer la fraude parce que c'est un mal. C'est comme le banditisme, c'est comme le vol, c'est comme les agressions. Donc on ne peut pas venir sur un plateau et dire que la fraude est un élément positif pour notre démocratie. Casimir Désiré Tagné, pour sortir rapidement. Déjà, un petit rectificatif par rapport à ce que Marcus venait de dire. Et j'entends cela au Cameroun tous ces derniers temps, Serge. On dit toujours que le Cameroun, c'est sous un régime de déclaration de manifestation publique. On ne doit pas attendre qu'un sous-préfet délivre une autorisation. Mais ces mêmes personnes oublient que cette même loi donne l'obligation au sous-préfet, lorsqu'il veut interdire, de le faire de manière expresse et écrite. Et c'est ce que le sous-préfet utilise tous ces derniers temps pour interdire les manifestations. Ça, c'est juste un rectificatif. Ensuite, par rapport à la position de l'Union européenne,
N'oublions pas, Serge Alain, que nous sommes pratiquement à la 4e année de la crise anglophone. La crise anglophone a démarré en novembre 2016. En novembre 2019, ça fera exactement 4 ans et on n'a toujours pas de solution. Nous sommes déjà à la 3e année. Oui. Novembre, ça fera déjà 4 ans. Non, 3 ans. Pratiquement. 2016. Voilà, 2016. 3 ans. Vous allez d'année numérique à année numérique. Oui, ça va faire 3 ans. Oui. Mais chez nous, les traditionnalistes, ça va faire 4 ans. Je vous expliquerai peut-être off pourquoi. Maintenant, je dis, on n'arrive toujours pas à trouver de solution par rapport à cette crise. Et je dis, la solution miracle ne viendrait pas de l'étranger. L'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies peuvent nous faire des injonctions comme ils le font de plus en plus, mais ce n'est pas ça qui doit apporter la solution. La solution doit venir de nous-mêmes. Et je dis, quand on veut la paix, on n'incite pas à la guerre. Toutes ces différentes arrestations ne nous amènent absolument nulle part. Pas plus tard que ce matin, une vingtaine de femmes du rassemblement du MRC ont voulu faire l'investissement humain du côté de Mokolo à Yaoundé. Ils ont été ramassés comme des vulgaires bandits et sont allés au commissariat de Mokolo où on les a cuisinés pendant un bon bout de temps avant de les libérer. Un peu comme si, quand on est du MRC, on n'a plus voix au chapitre. On devient pratiquement au Cameroun une sorte de paria et à tout bout de champ, il faut absolument arrêter tous ceux qui portent la maquette MRC sur eux. De l'opposition en général. Hein. Même le MRC est un peu plus. Et je dis ça, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution. Je ne pense pas que tous ces hommes du RDPC, et M. Ngade le sait, qui font des marches pour la semaine du 8 mars, des conférences, débats et autres, ont nécessairement besoin d'une autorisation pour cela. Et vous avez vu de quelle manière on a arrêté Albert Zongan et les siens. Vous avez vu, même si on dit qu'on les a arrêtés au domicile d'Albert Zongan. Est-ce que Paul-Éric King et Valsero étaient au domicile d'Albert Zongan? Je ne le pense pas, ils étaient plutôt du côté de Yaoundé. Madame Michel Doki, qui vient d'être arrêtée du côté du sud-ouest, est-ce qu'on avait vraiment besoin de cela? Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on les aurait laissés marcher et ça n'aurait fait du mal à personne. Je dis, nous voulons la paix. Tous les Camerounais aspirent à la paix. Il faut donc trouver les voies et moyens de faire la paix au Cameroun que de toujours tirer sur une corde raide. Lorsqu'on tire beaucoup sur une corde raide, elle finit par se couper. Ok, c'est classique. C'est ma chute. Voilà, Roger Yono, pour sortir. Merci Serge Alain. Le 25 janvier, ici, sur Equinox ce soir, j'avais parlé de la marche, puisque je pense que le SIF, le MRC devait marcher le 26. Le lendemain, oui. Et j'avais dit que la marche n'était pas mauvaise, la marche était intéressante. La problématique ou le problème de la marche était quoi? Était de savoir canaliser la marche. On peut bien l'initier, mais on ne peut pas connaître qui peut instrumentaliser ou bien qui peut infiltrer une marche au point où celui qui a même organisé la marche peut arriver parfois des cas malheureux comme le cas du MRC aujourd'hui à ne plus contrôler la marche là. Malheureusement, j'avais vu lorsque j'essayais un peu de scruter les réseaux sociaux, j'avais été pris comme étant l'oiseau de mauvais augure. Alors regardez, moi je ne vais pas entrer dans ce débat, je vais revenir sur l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas d'injonction à nous donner et n'a pas de conseil à nous donner. Lorsque je parle de l'Union européenne, je vais parler de la France qui actuellement n'est pas en paix également. Dans la France, il faudrait qu'on arrête ça. Depuis que la France souffre du malaise des gilets jaunes, aucun président africain n'a dit voici ce que vous devez faire. Peut-être je vais emprunter cette expression. Je dirais aussi que la France peut souffrir peut-être de ce malaise par la force de l'inexpérience. Pas pour dire que la force de l'expérience est importante, mais ça peut être la force de l'inexpérience du président français. Si la France et l'Union européenne qui donnent toujours des injonctions aux uns et aux autres, ils ne sont pas arrivés, l'Union européenne n'a pas toujours été un fleuve à eau tranquille. Chaque pays et chaque société a des problèmes et je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on libère le professeur Maurice Kamto et les siens, ça va ramener totalement la paix au Cameroun. Okay. Je pense que il faudrait encore revoir avec les autorités pour trouver. Je pense pas qu'il est gardé là-bas pour une éternité. Je pense que jusqu'à présent, on était en train de dire qu'il y a une enquête qui est menée. Il faut faire confiance à la justice, et l'attendre à la fin ce que
les uns et les autres vont dire. Donc, vous pouvez comprendre que je ne peux pas me prononcer assez, étant juriste de formation également. Je ne peux pas parler d'une affaire qui est sous les mêlées judiciaires. Donc, merci. Ok. Je vous en prie. Non, nous sommes arrivés au terme. Non, je vous en prie. C'est pas... Il y a une discipline de parti dans le RDPC. Il y a une discipline sur Equinoxoir. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro d'Equinoxoir. La diffusion 23h GMT, il sera minuit à Pété Banjoun ou à Mbo Banjoun.